Bonjour à tous, vous écoutez la vidéo de juin 2022, la vidéo de l'été 2022, dans son entretien de la revue Militant, en compagnie du rédacteur en chef, monsieur André Grandillon, qui est à côté de moi. Bonjour à vous, monsieur Grandillon. Bonjour Florian. Donc pour cette fois-ci, nous allons parler pour prou de nationalisme et d'actualité, en quelque sorte. Voilà, oui, parce que faire un dossier uniquement sur le nationalisme, la doctrine nationaliste, bon, ça peut être très intéressant d'un point de vue philosophique, mais en rapport avec l'actualité, si c'est pas illustré par les faits, ça va endormir tous nos honorables auditeurs. Voilà. Ouais, nous avons besoin d'appuyer le propos, disons. Voilà, oui, et l'actualité n'en manque pas. En effet, oui. Donc oui, si vous pouvez attaquer par le biais qui vous plaît, si vous voulez définir ce qu'est le nationalisme, peut-être pour commencer. Alors, définir ce qu'est le nationalisme. Alors aujourd'hui, le nationalisme est un mot qui a très mauvaise presse. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de nationalisme, on considère que c'est une idéologie, ce qui n'en est pas une, je vais revenir dessus, et que ça entraîne à la guerre, ça conduit au conflit. C'est la haine. Oui, c'est la haine de l'autre, enfin bref. Etc. Mitterrand lui-même avait dit le nationalisme, c'est la guerre. En réalité, le nationalisme n'est pas une idéologie, mais est une doctrine. En ce sens qu'il se fonde sur l'histoire, sur l'expérience de l'histoire, pour en tirer des enseignements, mais des enseignements bien particuliers qui sont applicables à la politique de chaque nation en vue de servir son intérêt suprême, son bien commun. C'est ça l'élément principal. Comme on pourrait dire, le nationalisme est la science de la nation qui se concrétise en tant que doctrine d'action qui, comme telle, est l'expression de toutes les forces vives de la nation qui s'opposent à sa mort et à sa destruction. Autrement dit, le nationalisme exprime la volonté de vivre d'une nation et de se donner les moyens de se développer, de se projeter dans l'avenir, en se fondant sur ses traditions, en se fondant sur le socle de son histoire, de son ADN, si l'on peut dire, pour parler comme aujourd'hui, pour mieux se projeter dans l'avenir et répondre aux défis qui vont se présenter à elle. Alors je comprends très bien qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de nationalisme, dans le monde, disons, démocratique dans lequel nous vivons, le nationalisme paraît être un mouvement politique parmi d'autres. On nous présente, comment dire, le nationalisme comme une faction qui veut prendre le pouvoir pour instaurer ses hommes, instaurer son idéologie dans le cadre démocratique. Le nationalisme n'a rien de démocratique au sens où on l'entend dans la démocratie représentative, car le nationalisme considère la nation comme un corps, comme un ensemble organique, et à partir de là, il ne s'occupe pas des prises d'opposition politiques et autres, mais il s'occupe uniquement de l'intérêt général, du bien commun national. Autrement dit, les querelles de personnes, les querelles idéologiques n'ont pas leur place. Tous les faits politiques qui se présentent doivent être analysés en fonction de l'intérêt supérieur de la nation, cet intérêt supérieur se transformant en bien commun qui rejaillit inévitablement sur chacun d'entre nous, sur chacun des membres de cette nation. Et pour quelle raison devons-nous être nationalistes? Maurice Barrès disait que le nationalisme est un déterminisme, c'est-à-dire que nous sommes tous nés dans une famille précise, qui appartient à une tradition culturelle et civilisationnelle précise, qui appartient à un ensemble ethnique
fondé sur des traditions, sur une histoire, et que cela, nous ne pouvons pas le choisir. Mais seulement que pour nous hominiser, c'est-à-dire que pour devenir homme, nous ne pouvons le devenir qu'à travers cet héritage que nous recevons, dont nous sommes les usufruitiers, mais en quelque sorte comme nous sommes les débiteurs insolvables. C'était Jean Madiran d'ailleurs qui avait employé cette expression. Et pourquoi devons-nous être nationalistes? Parce que de l'intérêt supérieur de la nation, de la défense des intérêts de cette nation, c'est-à-dire de sa possibilité de maintenir son autonomie, sa liberté, sa souveraineté face au concert des nations, mais aussi du rapport de force que sous-entend ce concert des nations, eh bien nous ne pouvons plus assumer qui nous sommes. Pensez donc à tous ces peuples qui se sont retrouvés pour une raison ou une autre asservis à un autre peuple. Eh bien, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus eux-mêmes, ils ne pouvaient plus décider de leur culture, ils ne pouvaient plus décider de ce qu'ils voulaient faire ou autre. Par exemple, bon, on va prendre un cas relativement clair, sinon, enfin, mais vous avez la nation polonaise qui a été divisée en 3 États. Après les partages de 1772 et 1792-95. Eh bien, les gens étaient partagés entre la Russie, entre l'Allemagne, entre l'Autriche-Hongrie, et le joug n'a pas été trop dur parce que nous avions affaire à des nations chrétiennes, que notamment dans l'empire des Habsbourg, le fait des relations personnelles entre le souverain et les notables, en l'occurrence les nobles polonais, faisait que chacun pouvait plus ou moins s'auto-administrer et conserver son autonomie. Mais autrement, vous aviez, bon, même en Russie, si le gouvernement de Nicolas Ier avait voulu véritablement annexer la Pologne, on était finalement arrivé à la création d'un royaume de Pologne au sein de la Russie qui permettait aux Polonais d'exister. Mais malgré tout, ils n'avaient pas leur autonomie de développement propre. Dans d'autres pays, à partir du moment où vous êtes véritablement asservi, c'était le cas d'ailleurs de l'Empire ottoman, eh bien, dans l'Empire ottoman, les nations serbes, les nations bulgares n'avaient plus d'autonomie. Ils étaient traités en dhimmi, c'est-à-dire en gens protégés, qui devaient payer un impôt pour exister en tant que tels. Donc, autrement dit, c'est simplement pour faire comprendre que le nationalisme, toute véritable personne qui est consciente de son identité, de son origine, qui a reçu un héritage de ses parents, et de ses grands-parents et de ses aïeux, et qui veut naturellement le transmettre au moins à l'échelon de même valeur, et si possible accru, parce qu'en général on cherche toujours à accroître ce que l'on reçoit aux générations qui suivent, eh bien on ne peut être que nationaliste. Voilà. Et le nationalisme, c'est traiter des problèmes qui se posent à chaque nation en fonction de son propre intérêt. On peut dire que le nationalisme est la plus haute expression politique dont puisse se réclamer toute personne consciente du fait qu'elle ne peut elle-même, qu'en s'affirmant héritière d'une tradition ethno-culturelle, civilisationnelle dont elle est usufruitière et dont elle a la charge de la transmettre aux générations à venir, de véritablement se battre en tant que nationaliste, de se définir comme nationaliste et de se battre uniquement pour cela. C'est pour ça que les nationalistes sont contre les systèmes électoraux, les systèmes des partis, parce que finalement, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et dans ce cas, effectivement, nous sommes pour un régime non pas autoritaire, mais un régime de nature monarchiste, c'est-à-dire monoarchos, c'est-à-dire dirigé par un seul homme, qui non pas est un dictateur, n'est non pas un personnage totalitaire, mais qui seulement est le mandataire de l'ensemble du peuple. Et qui fait l'unité de tous. Alors il va y avoir évidemment des divergences d'opinion, des divergences d'avis, mais tout cela se développe dans la structure organique du pays avec ce que l'on dit traditionnellement l'autorité en haut, les libertés en bas, c'est-à-dire que l'on discute chacun à notre niveau, chacun à nos degrés, et que par cette interaction permanente entre les différentes cellules constituantes de la nation, donc cette entité organique, ces différents organes constitutifs de la nation,
on arrive à faire en sorte qu'il y ait une unité symbiotique entre le chef de l'État et l'ensemble du peuple. Oh, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, lorsque vous élisez une assemblée pendant 5 ans, et qui fait ce qu'elle veut, et que si vous voulez en changer, vous êtes obligé de descendre dans la rue, et à la limite de tout casser, de renverser le régime par la force. Ben, pour prendre un cas récent, l'histoire des Gilets jaunes, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait simplement de faire entendre la voix du peuple face à une oligarchie qu'il méprisait, et qui voulait imposer sa façon de faire. Alors comme évidemment, ce peuple n'a pas voulu s'organiser pour des raisons qu'on ne va pas analyser ici, qui n'a pas réussi, mais qui n'a pas voulu, surtout, il n'a pas voulu. Moi je me souviens, à l'époque, je suis allé sur de nombreux ronds-points discuter avec les gens, j'ai passé des heures, hein, croyez-moi, à discuter. Nous arrivions à nous entendre, mais du moment qu'on employait le mot nationalisme, les gens se braquaient, se bloquaient, parce que c'est le réflexe de Pavlov, nationalisme égale Vichy, égale Pétain, égale Hitler. Vous savez, la réduction ad Hitlerum, le fameux point Goldwyn dont on parle, eh bien, les gens ont ce réflexe de Pavlov qui fait que le mot nationaliste, aujourd'hui, est quelque chose qui fait peur. Nous devons donc, sans abdiquer ce mot, car nous ne devons pas employer le langage de l'ennemi, nous devons faire comprendre aux gens qu'être nationaliste, c'est la plus haute expression de la défense de sa personne et de son identité, de sa promotion, et, au sommet, de la défense de la nation, sans laquelle chacun d'entre nous ne peut pas survivre, ne peut pas vivre. Parce qu'aujourd'hui, je parle français, j'ai toute une culture française, mais je la dois à toute une société qui plonge ses racines dans l'époque celte, dans l'époque gallo-romaine, dans le christianisme, même dans l'apport mérovingien, l'apport franc, et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Si je ne défends pas ça, si je ne valorise pas cet héritage, eh bien moi-même je m'auto-détruis. Et regardez chez les jeunes générations qui ignorent toutes ces choses-là, regardez à quoi elles pensent. Elles ne pensent à rien. Elles sont au mieux sur leur téléphone portable, à regarder le dernier film, la dernière actualité. On pourrait même dire le dernier film porno, quoique apparemment ça commence à passer un peu de mode, on regarde d'autres choses aujourd'hui. Bon. Mais ce sont des gens qui sont prêts demain à se laisser partir dans l'aventure, pourquoi pas, de l'islamisme. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes des banlieues qui se laissent inculturer à l'envers en se laissant islamiser. Ce sont des gens qui sont prêts à dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, jusqu'au jour où, confrontés à d'autres personnes qui sont exactement qui elles sont, qui n'auront pas abdiqué leurs origines, seront obligés de se dire « mais qui suis-je » Alors il y en a qui disparaîtront, mais il y en a d'autres qui vont se rebeller naturellement en disant « mais je ne suis pas ça, je ne suis pas ce que l'autre veut m'imposer ». Donc le nationalisme aujourd'hui est, disons, la doctrine politique qui doit s'imposer dans nos pays pour la défense en premier lieu de la civilisation et de la culture française, mais beaucoup plus largement de la civilisation européenne. Si vous prenez un Chinois, le Chinois lui-même, sans se dire nationaliste, mais va être nationaliste par essence parce qu'il va défendre sa civilisation, il va défendre son histoire, il va se dire, pour peu qu'il ait fait quelques études, fils de Han, c'est-à-dire fils des fondateurs de l'Empire, des Han, au 3e siècle avant Jésus-Christ, ou même qui est mieux de Qin Shi Huangdi, le premier empereur qui a fondé la Chine. Donc ce sont des choses extrêmement importantes. Alors, bon, on nous dit aujourd'hui, on nous oppose le patriotisme au nationalisme. C'est un mot qui est mieux vu, on va dire. Alors, c'est beaucoup mieux vu. C'est beaucoup mieux vu. Je vais simplement vous... Sauf par la cancel culture. Par la cancel culture, oui, la voie de culture qui, eux, sont dans un stade supérieur de destruction de notre civilisation. Je pense que nous avons déjà parlé de Jacques Derrida. Aussi. Et qui, comme... bon, je n'ai pas à m'en excuser, mais c'est une simple constatation, c'est que Jacques Derrida n'était pas de culture et de religion catholique, de religion chrétienne, et c'était quelqu'un qui ne comprenait pas notre civilisation et qui en quelque sorte voulait la détruire. Il l'avait confié d'ailleurs à certains de ses camarades de Cagne et d'Hippocagne. Alors je voulais simplement citer, c'est François Hollande
qu'on ne peut pas suspecter de ne pas être républicain. Le patriotisme, c'est n'être jamais fatigué de servir son pays. Le patriotisme, c'est faire parler l'histoire pour mieux regarder droit devant vers l'avenir. Le patriotisme n'est pas une nostalgie, c'est une volonté. C'est de faire entrer la France dans le monde au premier rang en préservant son identité, c'est-à-dire la République sociale. Alors quand vous entendez ça, vous dites, bah, après tout, mais je suis patriote, c'est parfait, c'est formidable. Alors maintenant, il s'agit de se poser la question de savoir de quelle patrie nous parlons. Alors il y a un livre qui est paru il y a quelques années maintenant, sur les deux patries, 30 ans, Les deux patries de Jean de Vigry. Bon, on ne va pas discuter du fond de l'ouvrage, mais il met le point sur un accent particulier, c'est qu'il y a deux patries en France. Il y en a une qui date de l'époque de Clovis et de Vercingétorix, et il y en a autre tout à fait idéologique qui est née en 1789. La patrie républicaine, révolutionnaire, du passé faisons table rase, rien n'a existé en France avant 1789, et la France charnelle, la France bimillénaire maintenant, la France de Clovis. Donc déjà, nous ne parlons pas de la même chose. Alors, lorsque nous parlons du patriotisme républicain, ça change bien les choses. Ça change bien les choses en ce sens que le patriotisme républicain est un patriotisme universaliste qui se sert de la France comme base de départ pour développer une république universelle. Voilà. Par exemple, tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire savent que la République est fondée sur des idéaux maçonniques, c'est-à-dire des idéaux d'origine plus ou moins kabbaliste, mais surtout qui sont antichrétiens. Oui, laïcard. Et je citerai un propos de Roger Loret, grand maître du Grand Orient de France en 1968, cité dans la revue maçonnique Humanisme de juillet 69, dans lequel il écrivait « Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. » À la limite, dit comme ça, c'est pas si choquant. Mais... Non, mais depuis, les francs-maçons participent à son édification et surtout n'ont jamais rencontré de résistance véritablement décisive, puisqu'ils ont continué à avancer. Donc, et je ferai une autre citation, c'était Gambetta, qui déclarait le 1er juin 1877 à une délégation de jeunes républicains: « Nous avons l'air de combattre pour la forme d'un gouvernement pour l'intégrité de la Constitution républicaine. Mais la lutte est plus profonde, la lutte est contre tout ce qui reste du vieux monde et les fils de 1780. » D'un côté et de l'autre. Donc, il faut bien voir que le patriotisme républicain est un patriotisme anti-français, est un patriotisme anti-national, même s'il joue de la confusion et de l'ambiguïté. Oui, parce que si on lit la définition de Charles Maurras, où il fait un peu l'éloge du nationalisme et du patriotisme, Charles Maurras. Voilà. Mais il va dire que le patriotisme, c'est plutôt la défense militaire du sol ou des choses comme voilà. ça. Mais le patriotisme, qu'est-ce que c'est? Alors que le nationalisme, c'est plus une doctrine. Et voilà, justement. Alors, ce que je voulais dire, déjà, il y a donc en France cette question de savoir à quelle patrie on se raccroche. Oui. Alors effectivement, c'est extrêmement ambigu. Mais lorsque vous entendez Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui dit que la France doit être un pays métissé et autres, il se rapporte à la République universelle, ce qui n'est pas étonnant, puisque de toute façon, en gros... C'est la même référence. C'est un homme de gauche, enfin c'est un gauchiste ou ce que l'on veut. C'est un homme de gauche. De grand talent d'ailleurs, je lui reconnais. Mais c'est un homme de gauche. Et de l'autre côté, vous avez et ce sont des gens, hommes de gauche, ça veut dire des gens qui refusent qu'il y ait un ordre universel, des règles qui s'imposent à l'homme et qui sont au-dessus de lui. L'homme est un élément de la créature, et ça, il le refuse, il pense que c'est l'homme qui est au centre du monde. C'est plutôt la pensée de droite qui pense le contraire. Tandis que la pensée de droite, elle est extrêmement réduite, parce que ceux qu'on appelle de droite aujourd'hui, ils ont tendance à penser plus comme Mélenchon que comme nous autres. Eh bien, les véritables gens de droite pensent que l'homme est au sein d'un ordre universel qu'il dépasse, avec des règles et des lois qu'il doit respecter, s'il veut véritablement s'accomplir et se développer. Et alors pour en venir à ce que vous disiez, mon cher Florian, le nationalisme, donc, s'oppose au cosmopolitisme, à la volonté de broyer les nations dans une humanité indifférenciée,
il s'oppose à ce que l'ordre universel soit nié, mais le nationalisme est aussi effectivement une différence importante par rapport au patriotisme. Si l'un et l'autre professent l'attachement sentimental à la patrie, se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir, le patriotisme, en gros, n'est qu'une attitude d'empathie envers le pays dans lequel on vit et le peuple dont on est membre. En gros, c'est un sentiment. Il désigne une bonne volonté de servir, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas de charpente doctrinale derrière qui donne une consistance efficace à ce sentiment. Et c'est pour ça que le nationalisme donne au patriotisme ses structures opératives et que le nationalisme, en quelque sorte, inclut en lui-même ce sentiment patriotique. Donc il le dépasse. Comme on défend le pays, on a envie de l'aimer, voilà. etc. Le patriotisme, le nationalisme, en quelque sorte, vertèbre le sentiment patriotique, le rend pleinement conscient à lui-même. Il pense la patrie et par conséquent l'entité nationale. Comme écrivait Charles Maurras, le monde physique a des lois. La nature humaine a les siennes qui ne s'inventent pas, mais qui se découvrent. L'esprit de l'homme, au lieu de spéculer dans les nus, comme le font les gauchistes, doit regarder autour de lui afin d'y trouver conseil et sa direction dans la lumière. C'est dans les idées politiques de Charles Maurras dans la première partie. Non, c'est une pensée scientifique. C'est une pensée scientifique. Charles Maurras était disciple si on peut dire, d'Auguste Comte. Il y avait un côté positiviste, ce qui n'en faisait pas. Mais malgré tout, il y avait un côté réaliste posé. Bon. Alors, la connaissance de l'histoire est première lorsqu'on est nationaliste. C'est l'expérience en acte, l'histoire. De l'histoire, on doit en tirer des enseignements, on doit en tirer des règles, on doit en tirer des leçons, qui ne sont pas immédiatement transposables à la réalité présente, mais qui nous donnent des éclairages pour mieux comprendre la manière de faire et la manière d'agir. Parce que face à une même situation, à travers les âges, même si dans le temps on se battait à la massue et qu'aujourd'hui on se bat au fusil mitrailleur ou alors avec des drones ou des cyberarmes, la nature du combat, le fond du combat, la logique du combat reste la même. Donc il y a des enseignements que l'on doit retirer en les adaptant à la situation nouvelle. Les vérités, on les trouve dans la nature humaine et dans les réalités objectives immuables de toute société. Donc, par exemple, la nécessité de l'autorité, de la famille, l'indépendance de la patrie, la reconnaissance des différences entre les hommes. Bon, c'est l'essentiel des idées politiques vraies, des fondements d'une action politique féconde. Le nationalisme, c'est tout ça, c'est cette école du réalisme fondée sur l'expérience de l'histoire et sur la connaissance de nos traditions, de notre histoire, de ce que nous sommes. Et là, je vais encore vous faire une citation. Elle vient de Pierre Sidos, qui nous a quittés le 4 septembre 2020. Pierre Sidos, qui pendant plus d'un demi-siècle a été, si on veut dire, le véritable porteur, le fil unique quasiment qui a permis au nationalisme de se maintenir. De relier l'entre-deux-guerres. De relier l'après-guerre. L'entre-deux-guerres et l'après-guerre et notre génération d'aujourd'hui. Disait, le nationalisme est l'expression politique et conséquente nécessaire du patriotisme. L'État, c'est la souveraineté. La patrie, c'est le sol. La nation, c'est l'histoire. Le peuple, c'est le corps national. Partant de là, il n'y a que le nationalisme qui puisse redonner à la France sa véritable image, puisque partout ailleurs, il n'y a aucun message, aucune forme qui se dessine ou qui souhaite une forme d'avenir. En dehors du nationalisme, il n'est jamais question que de problèmes matériels qui, aussi justifiés qu'ils soient dans certains cas, ne sont porteurs d'avenir, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan moral. Seul par conséquent, le nationalisme demeure la doctrine d'avenir et les nationalistes, loin d'être les derniers d'hier, seront les premiers de demain. C'est ce qu'il écrivait dans une introduction à la plaquette de présentation de l'œuvre française en 1983. Oui, pourquoi les nationalistes, loin d'être les derniers d'hier, sont-ils les premiers de demain? Parce que la nation est quelque chose d'impérissable.
Donc, autrement dit, nous sommes toujours, nous nationalistes, sur le front, nous sommes toujours à la pointe du combat. Et nous savons que 2000 ans d'histoire prévaudront sur 200 ans et même 70 ou 80 ans d'errement de personnages déboussolés, même si ça va créer énormément de problèmes, énormément de drames. Paul Bourget, je parlais de doctrine, c'est chez Paul Bourget que l'on dit le nationalisme n'est pas un parti, c'est une doctrine. Mais le nationalisme, en quelque sorte, c'est l'expression, alors je me répète peut-être, mais il faut bien comprendre, le nationalisme, c'est l'expression consciente et structurée de l'homme d'une nation. Et qui jaillit des tréfonds de son être. Par les actions qu'il inspire et suscite, le nationalisme est en quelque sorte la manifestation de la volonté de vie qui brûle en son sein, au sein de cette nation. Voilà. Et le nationalisme, contrairement à tout ce que l'on peut entendre, le nationalisme c'est la haine, le nationalisme c'est la guerre, je parlais de Mitterrand tout à l'heure, non, le nationalisme au contraire, elle est l'expression d'un sentiment d'amour. C'est le sentiment d'amour envers son pays, envers sa patrie, mais aussi envers ceux qu'il constitue. C'est un sentiment d'amour envers son propre peuple, envers l'homme, envers même la nature humaine et ce qui la constitue. Parce que l'homme, Aristote disait, c'est un animal politique, mais un animal politique, c'est un animal social. Un animal social, c'est un animal culturel. Puis si les Français, les Allemands, les Japonais, etc. sont hommes parce qu'ils appartiennent à une nation aussi. Et voilà. C'est une virtualité de l'humanité. D'ailleurs, le Christ dit « Allez et enseignez à toutes les nations ». La nation est un élément constitutif naturel de l'humanité. Et l'homme s'hominise à travers son appartenance à une nation, à un héritage culturel qui lui est transmis. Lorsque vous naissez, vous ne savez rien, vous n'êtes rien. Et si vous devenez quelque chose, c'est parce que vos parents, qui l'ont appris des générations antérieures, vous transmettent tout un savoir et autres et font de vous ce que vous êtes. Et vous vous développez par votre personnalité et vous enrichissez. Et vous enrichissez toute cette culture, tout ce savoir. C'est ce qui fait que d'une nation à l'autre, même entre nations européennes d'ailleurs, il peut y avoir des particularités. Et il y a des particularités. Selon la psychologie du chef d'État ou de la population, des peuples. Mais bien sûr, oui, mais justement, il y a un nationalisme, autant de nationalisme qu'il y a de nations. Autant de nationalisme. Vous aviez Werner Sombart qui disait la société, c'est un geist, c'est un esprit. Mais oui, c'est l'élément de vie, l'élément spirituel qui est à la base d'une nation. Il se forge à travers le temps, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est cela, c'est la force de vie qui est la spiritualité, comme j'ai déjà dit, c'est ce qui inspire l'âme d'une nation, qui la nourrit, qui la fait vivre, qui la développe. C'est l'âme d'une nation, le spirituel, qui est développé en intellectuel, qui explicite ce spirituel et qui permet au matériel de se développer et de vivre dans la meilleure de ses conditions. Mais ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais le fond, il est là. Alors, je suis peut-être un peu long, mais il est extrêmement important aujourd'hui de rapporter ces choses-là. Et l'âme de la nation, justement, elle se manifeste dans la tradition, qui est en quelque sorte le code génétique, pour employer des mots actuels, de l'organisme national. Vous aviez le nationalisme canadien, le chanoine Lionel Groulx, qui écrivait alors en 1937 « La tradition est le plan architectural selon lequel un peuple bâtit son histoire, alors que, fidèle aux impulsions spécifiques de son âme, il crée. Il évolue, mais sans jamais briser ses lignes de fond, restant consubstantiel à son passé, à ses ancêtres et au génie de sa race. » Là, je pense que vous avez une véritable définition de ce qu'est la tradition. Et sans cette tradition qui est constitutive de notre âme, constitutive de notre personnalité, nous ne pouvons pas exister. Et tous ceux qui refusent de se reposer sur cela ne se rendent même pas compte qu'ils se mutilent eux-mêmes, qu'ils se réduisent, qu'ils se détruisent par eux-mêmes. Et c'est le grand malheur de notre époque. Alors, aujourd'hui, on nous parle de nationalisme, et bon, comme certaines personnes nous disent, mais le nationalisme, c'est quelque chose d'assez récent, ça n'existait pas dans le temps, c'est né avec la Révolution, où effectivement, la première fois où le mot apparaît, je crois que c'est chez l'abbé Baruel.
Donc un auteur en réaction à la Révolution. Un auteur en réaction à la Révolution qui parle de nationalisme. Mais regardez bien dans l'histoire. La politique de nos rois, quelle était-elle? Alors on va dire une politique patrimoniale, parce qu'ils défendaient leur domaine et autres. Mais c'était tout simplement la défense du peuple dont ils avaient la charge et dont ils devaient répondre devant Dieu. Et même des peuples à l'époque. Même des peuples à l'époque. Voilà, des peuples avec leur personnalité unique, enracinés dans un territoire et dans l'histoire. Donc autrement dit, aujourd'hui lorsque l'on parle de nationalisme, c'est tout simplement un terme qui actualise la ligne politique qui guidait les rois de France, qui guidait des rois comme Philippe Auguste, comme Saint-Louis et leurs successeurs, et même des ministres comme Richelieu. Voilà voilà l'importance du nationalisme. Lorsque l'on parle du nationalisme, au contraire, je parlais de sentiment d'amour, mais si nous nous aimons nous-mêmes, mais nous comprenons très bien que les autres nations elles-mêmes ont l'amour d'elles-mêmes, leurs peuples ont l'amour d'eux-mêmes, et nous devons essayer autant que possible de créer une fraternité internationale des nations. Dans une sorte de forme d'amour universel. Alors effectivement, le monde entier serait christianisé, cet amour universel existerait, puisque finalement, il y aurait cette infusion spirituelle de la vérité unique sur l'ensemble des peuples qui se développeraient eux-mêmes à la lumière de ce savoir. Mais là, bon, c'est une vision un peu utopique, ce qui n'empêcherait pas les querelles, parce que même si vous vous entendez bien avec votre voisin, vous avez toujours un rapport de force. Si votre voisin cherche à passer chez vous ou à avancer un peu chez vous, vous allez le renvoyer chez lui et vice-versa. Mais les problèmes des nations, ils sont là. Mais lorsque vous êtes nationaliste, vous comprenez la légitimité des autres peuples à exister, à développer leur civilisation, à développer leur culture, à développer leur savoir-faire. Et le nationalisme, loin d'être la guerre, au contraire, est un facteur de paix, et surtout, facteur de paix, pourquoi? Parce que c'est un facteur de compréhension entre les peuples. À partir de cette compréhension que chaque peuple a sa propre légitimité, à exister et à être. Et un chrétien le comprend encore mieux. Alors, aujourd'hui, être nationaliste, c'est quoi? Dans le contexte de dilution de la France, de dilution des nations européennes, le nationalisme aujourd'hui, il faut bien le dire, est l'expression de toutes les forces qui s'opposent à la destruction de la nation et à sa mort. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et c'est pour ça que nous disons, sans forfanterie, sans fausse gloriole, sans hubris, que les nationalistes, sans flagornerie, que les nationalistes aujourd'hui, en France, sont l'incarnation même de la France. Une avant-garde. Sont l'avant-garde du renouveau de la France pour les générations à venir. Et regardez bien, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les ennemis de la France, sont les ennemis de notre civilisation. Et quel est leur principal ennemi? Quel est celui qui est le plus attaqué, qui est le plus vilipendé, auquel on ne donne pas la parole, qui est victime de l'omerta en tout point de vue? C'est le nationaliste. Pourquoi? Parce que justement, ces gens-là, eux, savent parfaitement que leur ennemi, celui qui est contre leur politique de destruction de la civilisation, la destruction de la nation, la destruction de l'homme, la destruction de l'âme humaine, celui qui est contre leur travail satanique, eh bien c'est le nationaliste. Le nationaliste ancré dans sa civilisation, dans sa tradition, et en tant que nationaliste français, en principe, dans le catholicisme. Voilà le fond. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes royalistes ou autres. J'ai dit nous sommes pour un principe monarchiste. La royauté, c'est autre chose. Il faudrait... Bon, la royauté de droit divin, sur le fond, oui. Bien sûr, attention, et encore, royauté de droit divin, c'est une déformation, c'est une doctrine politique qui est apparue dans les années 1600, lorsqu'il a fallu réasseoir le pouvoir du roi, notamment Henri IV, après les guerres de religion. C'est une doctrine politique, et curieusement, il faut savoir, c'est que c'est le clergé qui était le dernier à adhérer à cette doctrine de droit divin. Oui, parce qu'elle était très gallicane. Voilà. Parce que droit divin, ça veut dire que le roi ne dépend que de Dieu. Alors que le roi, il a des obligations en tant que
souverain catholique, bon, vis-à-vis de son peuple, c'est sûr, mais aussi vis-à-vis de l'Église. Il y a cette distinction du magistère spirituel et du pouvoir temporel qui fait qu'il y a nécessairement une interaction, une alliance entre les deux, on a un peu dit l'alliance du trône et de l'autel, qui fait que ça tempère cet absolutisme du roi qui disparaît lorsqu'on dit que le roi est de droit divin. En gros, si le roi est de droit divin, c'est un petit peu comme le calife, en quelque sorte, sans... Bon, il y a toujours cette distinction spirituelle temporelle qui, dans le christianisme, apaise les choses, tempère les choses, mais on retrouve des fondements d'un absolutisme qui peut connaître des dérives évidentes. Mais ça, ce sont des points de philosophie un peu particuliers. Alors, effectivement, bon, là j'ai parlé du nationalisme, qu'il était parfait, qu'il était très bien, que c'était la meilleure expression la meilleure expression politique de l'action politique et de la prise de conscience de ce que l'on est soi-même. Par contre, il faut bien dire une chose, c'est que le nationalisme connaît des perversions. Les perversions du nationalisme viennent qu'il s'agit de ce que le nationalisme n'est plus fondé sur le réalisme des peuples, mais sur l'idéologie. Vous avez le nationalisme républicain. J'y reviens. Le nationalisme républicain repose sur une vision, disons, rationnelle des choses. C'est-à-dire que l'homme pense le monde, veut voir le monde comme il l'imagine et comme il le souhaite. La réalité, eh bien, il va tordre la réalité pour la rendre conforme à des idées préconçues, des idées préalables qu'il aura posées. Et lorsque vous en arrivez à cette façon de penser, eh bien, le nationalisme, effectivement, devient une dérive. Parce qu'il veut aller à la conquête du monde. Vous avez ce qu'on appelle le nationalisme républicain, par exemple. C'était ce qui s'est passé dans les années 1792-93. La République, la France, on confondait quand même, va apporter la liberté au monde. Et apporter la liberté au monde, eh bien, c'est libérer les gens, délivrer les gens de leur asservissement avec la guillotine, en détruisant les abbayes. Allez en Belgique, je connais des personnes qui ne sont pas particulièrement catholiques en Wallonie, et lorsque vous leur parlez de la période républicaine française, ils vont vous emmener à l'abbaye de Villers-la-Ville. Ils vont montrer les ruines, ils vont dire la République française, la liberté de l'homme, la libération de l'homme, tenez, voilà, les ruines de la liberté de l'abbaye de Villers-la-Ville. Leur liberté. Leur liberté. Sans aller jusqu'en Belgique, il y a la Vendée aussi. Vous avez la Vendée, mais voilà. Voilà, donc, mais au nom de la liberté. Voilà, donc, autrement dit, ce nationalisme, disons, idéologique, est fondé non pas sur le réalisme, mais sur une idée rationaliste, une idée a priori, qui ne donne d'autre justification que celle qu'elle veut bien se donner à elle-même, que la raison humaine veut bien se donner à elle-même, cette fameuse raison humaine déifiée au gré des humeurs et variable au gré des humeurs de cette raison humaine. Alors, tous ces nationalismes qui ne sont pas construits sur l'amour du pays, sur la défense et l'illustration d'une civilisation, mais sur la détestation de tout ce qui ne concorde pas avec leurs préjugés idéologiques, effectivement, est un nationalisme de haine. Ce sont des nationalismes qui n'existent pas par eux-mêmes, mais qui se développent et se nourrissent par opposition à un ennemi fabriqué par l'idéologie. On pourrait presque dire, on pourrait joindre à cela le nationalisme paradoxal des internationalistes léninistes, ceux du Comintern dans les années 20, les années 30 et autres, avant que cette rhétorique ne se fonde dans le nationalisme russe recouvert du vernis soviétique. C'était des gens qui, par le nationalisme, internationalisme, si on voulait dire, cherchaient à conquérir le monde. Vous avez aujourd'hui une autre dérive. Ouais, c'est comme si le curseur nation était dans le curseur monde. Voilà. Et voilà. Et vous avez aujourd'hui une autre dérive nationaliste que l'on voit, c'est en Ukraine. Alors là, nous entrons dans le concret, dans le réel de l'actualité, puisque nous parlions d'illustration. En effet. Bon, le nationalisme ukrainien, aujourd'hui, il est tenu
par ce que certains appellent les ukro-nazis, d'autres les nationalismes ukrainiens fondés sur les fameux bataillons Azov et autres. Et ce sont des gens, ils fondent leur nationalisme sur quoi? Non pas sur l'amour de l'Ukraine, mais sur la détestation du russe. Et le nationalisme ukrainien aujourd'hui de ces gens-là, celui qui est soutenu par Zelensky, et qui est soutenu d'ailleurs, alors là, bon, on pourra y revenir, mais par leurs commanditaires juifs, parce que bon, je vais y revenir, mais eh bien, tous ces gens-là n'existent que par la haine du russe. Ils veulent casser du russe, ils veulent tuer du russe, mais qu'ils existent par eux-mêmes. Puis ce sont, on en a déjà parlé, cette Ukraine est divisée en 3 parties, la Nouvelle-Russie au sud, près de la mer Noire, qui en gros était dans le temps ottomane, l'Ukraine qui était la petite Russie au centre, qui a été rattachée à la Russie dans les années 1660, après le traité de Péreyaslav et la paix d'Androusovo, et vous avez toute la partie occidentale, la Galicie, la Volhynie, qui a été polonaise, puis austro-hongroise, et qui est redevenue polonaise dans l'entre-deux-guerres, et qui n'a été russe, enfin si on veut dire soviétique, après 40-45. Eh bien, ceux qu'on appelle nationalistes ukrainiens, ce sont tous ceux qui n'ont jamais été russes de leur vie, qui n'ont jamais été véritablement ukrainiens. Ce sont ces gens-là. Et ces gens-là, ils n'existent que pour casser du russe, tuer du russe, détruire du russe. Et non, le véritable combat, il n'est pas là. Qu'ils se défendent pour la Galicie, qu'ils se défendent pour la Polynie, pour la Volhynie, qu'ils défendent ce qui était éminemment respectable, l'identité ruthène de Galicie et de Volhynie. C'est quelque chose de particulier. Qui se défendent pour ça, mais qu'ils n'existent pas en allant attaquer les Russes dans le Donbass ou alors au-delà du Dniepr ou ailleurs. Et là, nous avons affaire à des gens, ce ne sont même plus des nationalistes, on pourrait presque dire, si on prend la définition de Jacques Plancard-Dassac, ce sont des nationalitaristes. C'est-à-dire que ce sont des dévoyeurs de l'esprit nationaliste. Et ça donne toutes les dérives, tout ce que l'on a aujourd'hui. Et le plus grave dans l'affaire, c'est qu'effectivement, le paradoxe, c'est que ces nationalistes qui se disent que l'on nous présente comme des nazis, donc effectivement qui sur leurs emblèmes reprennent le combat à l'époque éminemment respectable de la division Galicia contre les soviétiques, contre les communistes, aujourd'hui tendent le bras, reprennent des emblèmes nationaux-socialistes, mais sont financés par des juifs et acclamés par des juifs. Là, ça ne va plus, ça montre véritablement que quelque chose ne va plus, qu'on est en pleine perversion. Imaginez ici, en France, vous tendez le bras, vous faites un hommage au national-socialisme, on vous envoie directement devant les tribunaux. Vous êtes en Ukraine, vous faites les mêmes gestes, on vous encense et on vous donne de l'argent. Il y a quelque chose qui ne va plus, là. De deux choses l'une. Ou c'est mauvais chez nous et c'est mauvais là-bas, ou c'est très bien là-bas, c'est très bon chez nous aussi. Oui, ça peut pas être les deux en même temps. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Voilà. Donc, la question du nationalisme, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nationalistes français, c'est la défense de l'identité nationale, fondée sur un peuple d'origine celto-germanique, de culture gréco-romaine et christianisée. Effectivement, nous pouvons avoir des apports étrangers qui viennent d'Afrique du Nord, qui peuvent venir d'Afrique noire et autres en petite quantité pour quelques raisons par les rapports de l'histoire, mais ce sont des mélanges qui ont toujours existé. Hein. Mais la destruction de la nation comme aujourd'hui, la perte de notre souveraineté, ça ne peut pas fonctionner. La lutte contre toute spiritualité, la lutte contre le christianisme qui existe chez nous, c'est inadmissible. Mais toutefois, je ferai remarquer quand même que depuis plus de 2 siècles, l'Église a été incapable de répondre aux défis qui lui sont posés. Mais ça, ce sont d'autres problèmes que j'ai déjà abordés. Les hommes d'Église, hein. Bien, mais là, j'ai beaucoup parlé, Florian. Oui, on voulait aussi parler du fait que le problème de nos États occidentaux, avant d'aller jusqu'en Ukraine, en Russie, finalement, il y a le fait que ce principe républicain ou républicaniste a déjà envahi nos États occidentaux et ce qui empêche le nationalisme d'émerger à cause de fractions d'intérêts privés, quoi, de coteries, etc. Et oui, alors effectivement, là, vous mettez l'accent sur un sujet extrêmement important, c'est que lorsque nous sommes nationalistes, nous pensons
que la politique doit être menée uniquement en fonction de l'intérêt national et non pas donc l'État doit être au service de l'intérêt national et non pas au service d'intérêts particuliers, d'intérêts privés, voire d'intérêts étrangers ou internationaux. Nous avons la crise actuelle en France, qui était sortie avant les élections présidentielles du mois d'avril, comme quoi Macron était finalement phagocyté par le cabinet McKinsey. Par rapport à la crise Covid. Par rapport à la crise Covid. Mais aussi pour d'autres raisons bien plus profondes aussi, parce que le cabinet McKinsey et d'autres cabinets de conseil interviennent dans le fonctionnement de l'État en France. Et là, c'est extrêmement grave. Parce que ce sont des intérêts privés qui, à travers l'écran d'hommes politiques, d'interfaces politiciennes, du genre Macron et autres de l'oligarchie en place, politique, arrivent à faire passer leurs idées et leurs doctrines, leurs intérêts, qui ne sont plus ceux véritablement de la nation. Ces cabinets comme McKinsey sont des cabinets qui ont des intérêts internationaux. Ce sont des cabinets apatrides. Ce sont des cabinets qui voient d'abord leur propre intérêt, mais qui eux-mêmes sont instrumentalisés, sont infusés intellectuellement par des centres de pensée, des réservoirs de pensée, les fameux think tanks, comme on dit dans le langage courant. Et donc ces centres de pensée, ces cercles de pensée, qui visent à la destruction de la nation, qui visent à la destruction de nos cultures. Et à travers cela, aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe, que ce soit la France, mais aussi surtout que ce soit au niveau de l'échelon bruxellois, fait que nos souverainetés n'existent plus et que nos États, nos appareils d'État sont aux mains d'intérêts privés qui non seulement desservent les intérêts de la nation, mais en plus les combattent. Donc là, on pensait également à l'Union européenne. Et on pense à l'Union européenne. L'Union européenne est phagocytée par tous ces groupes d'intérêts, tous ces cabinets de conseil, tous ces lobbies, comme on dit, transnationaux, qui uniformisent les réglementations. Qui uniformisent les réglementations et qui plus est, par la règle des traités, s'imposent à nos États à partir du moment où ils sont décidés par Bruxelles et votés par le Parlement. Oui, parce que c'est supérieur en plus à l'État national. Voilà. Et donc, effectivement, en tant que défenseurs de l'intérêt de notre civilisation, nous ne pouvons pas accepter des législations qui favorisent l'installation d'intérêts multinationaux. Nous ne pouvons pas favoriser des législations qui accordent des avantages financiers à des sociétés étrangères. Nous ne pouvons pas accepter tout ce qui travaille contre nous autres. Nous ne pouvons pas accepter la puissance de financiers qui, par nature, sont apatrides, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de frontières. Déjà, le docteur Kenney, vous savez, un des physiocrates, l'école des physiocrates dans les années 1770-1780, a écrit dans ses carnets l'inquiétant des financiers, c'est que leurs intérêts font qu'ils finissent par ne plus avoir de patrie autre que leur propre portefeuille. Ça date des années 1770. Et ça, c'est dans la logique des choses. Et si vous avez cette logique financière qui est instrumentalisée, utilisée par des gens qui eux-mêmes appartiennent à une autre spiritualité, qui ont un combat à mener contre le christianisme, et là je parle du judaïsme politique, eh bien vous avez tout un combat spirituel qui se développe contre les fondements même de notre civilisation, au profit d'une autre tradition messianique, d'une autre tradition spirituelle et religieuse, qui fait que nous arrivons à une véritable incompatibilité de fond. Or, nous autres nationalistes aujourd'hui sommes, je pense, les seuls à véritablement dénoncer ce problème de conflit entre deux spiritualités, le judaïsme politique et le christianisme. Et le christianisme aujourd'hui est véritablement affaibli, au point que la pratique en France c'est 2%, et que bon nombre de gens ne croient même plus.
Oui, puisqu'il y a le problème du modernisme Et voilà. qui est même majoritaire avec Voilà. les diocèses et tout ça. Donc le nationalisme inclut la défense du spirituel. Alors là, c'est encore un autre problème, puisqu'évidemment, nous n'allons pas résoudre ce problème immédiatement. Bah, après, on parle un peu des coteries. Alors, autant aussi bifurquer sur l'affaire Alstom ou ce genre de choses, outre McKinsey. Eh bien, exactement. Nous avons parlé de McKinsey. Là, on avantage l'étranger. Mais on avantage l'étranger, on avantage des intérêts privés. Et vous avez quelqu'un comme Emmanuel Macron qui apparaît comme étant l'homme lige d'intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Emmanuel Macron a travaillé pour des financiers internationaux, les Rothschild pour ne pas les nommer, mais ça en aurait été d'autres. Le résultat aurait été le même. Là, c'est la logique financière qui est en jeu. Mais à partir de ce moment-là, il a favorisé le dessaisissement de la France de ses propres usines au profit d'intérêts étrangers. L'affaire d'Alstom, qui a été cédée en partie à General Electric, est quelque chose qui est une véritable trahison de nos intérêts. Vous avez le groupe BlackRock, dont le patron est reçu, Larry Fink, est reçu régulièrement, au minimum une fois par an, mais si c'est pas plus, par Emmanuel Macron. Lorsque vous savez qu'un groupe comme BlackRock détient une capitalisation qui est égale à la somme des PIB de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, eh bien là vous savez que vous avez affaire à une puissance qui va beaucoup plus loin, que toute chose, qui est beaucoup plus forte que nos États. Et lorsque ces gens-là parlent, eh bien on les écoute. Vous savez, c'est la fameuse phrase d'Audiard. Lorsqu'un homme de 160 kilos dit quelque chose, celui qui en pèse 60 les écoute. Ben, là, c'est la même chose. Ces gens-là, comme Larry Fink, d'ailleurs, on a des photos de lui, il se trône à la droite de Macron, et on se demande qui est le chef entre les deux. Et ce qui est tout à fait normal. Vous avez affaire à des gens de talent qui se fichent éperdument de la nation, qui vivent dans l'instant, qui vivent pour leurs intérêts, qui vivent pour développer leurs affaires et qui ont la puissance. Que voulez-vous faire avec ces gens-là ? Ce sont eux qui dirigent et qui gouvernent. Et qui détruisent. Nos pays. Donc, le nationaliste aujourd'hui, nous nationalistes, nous dénonçons toutes ces choses-là. Nous disons qu'il faut rétablir notre souveraineté, qu'il faut parvenir à mettre toutes ces puissances financières, toutes ces puissances multinationales, disons, à la raison, les éjecter de notre pouvoir. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, parce qu'aujourd'hui, l'économie internationale n'est plus une économie nationale, c'est une économie de société multinationale. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il ne faut pas se tromper. La géopolitique économique, aujourd'hui, ne se fait plus à partir des nations, mais à partir des sociétés multinationales, des groupes financiers internationaux, qui sont beaucoup plus puissants que les États. Depuis, les monnaies nationales ont d'ailleurs été abolies. Voilà. Donc, mais il n'empêche que, vu l'hubris de ces groupes, vu les dérives qui se produisent, il arrivera inévitablement un moment où ils vont vaciller, où ils vont être très fragilisés au point de risquer de tomber. C'est déjà arrivé, ils se sont rattrapés grâce aux États, parce qu'il y a une synergie. En gros, il se passe une chose, c'est que tous ces groupes financiers n'existent que grâce aux États, mais à condition que les États soient leurs serviteurs et leur servent de béquilles. Voilà. Et ils ont su créer cette synergie entre les États qui sont, et les peuples, enfin les États qui chaperonnent les peuples finalement aujourd'hui, et eux-mêmes, pour se maintenir et se développer. À partir du moment où ils vont connaître des difficultés qui arrivent inévitablement, et qui arriveront de nouveau avec les bulles financières et autres, on ne peut pas faire de la précipitation et d'équilibrisme indéfiniment. Plus vous avancez dans le temps,
plus le funambule devient lourd et le fil de plus en plus fin. Hein. Ça, on n'y peut rien. Et la fiscalité est démentielle. La fiscalité est démentielle, surtout en France. Eh bien, nous autres, c'est de préparer cet ordre d'avenir qui rétablira les nations et qui imposera aux nations, justement par cette fédération de nations avec intérêt bien compris au sein de l'Europe, non pas par soumission des États européens dans un fédéralisme, mais chacun par un bilatéralisme bien compris, de mettre toutes ces puissances financières aux ordres des nations, quitte à les démembrer le jour où la situation s'en présentera, pour rétablir l'intérêt national. L'intérêt national compris dans un cadre européen. Si vous voulez que ça fonctionne. Aujourd'hui, vous avez vu par exemple le consortium Airbus. Il a été constitué à 80% par l'aérospatiale et à 20% par des éléments venus d'Allemagne et c'est 2-3% venus d'Espagne. Bon. On en est arrivé à ce que l'aérospatiale a partagé complètement son savoir-faire, au point que les Allemands aujourd'hui sont parvenus à récupérer le savoir-faire qu'ils avaient perdu à la suite de la défaite de 1945. Comment pouvez-vous vous en sortir? Par une sorte de mutualisation. Vous avez un rapport de force entre la France, l'Allemagne, chacun veut sa place. Et c'est une foire d'empoigne qui ne débouche sur rien. D'ailleurs, le SCAF, l'avion de défense européen franco-allemand, ne démarre pas. Ce qu'il faut, c'est des ententes bilatérales fondées sur des chefs de file, des États chefs de file, qui, eux, vont diriger un projet en associant les forces des autres pour le plus grand bien commun de l'ensemble, dans tel et tel domaine, notamment l'aéronautique, c'est la France, dans d'autres domaines, peut-être l'industrie mécanique, ça sera l'Allemagne, dans d'autres domaines, ce sera encore un autre pays, pour nous développer les uns les autres, non pas en concurrence, mais en utilisant chacun nos forces, mais d'une manière hiérarchisée, en profitant du savoir-faire de chacun en fonction de sa supériorité. Et cela, c'est le travail que nous autres nationalistes devons faire. Nous avons donc un travail spirituel, mais qui relève, bon, c'est un combat extrêmement important, un combat métaphysique, que nous devons développer dans des livres et autres, mais je pense que de toute façon, sans être divine, les choses mettront du temps à bouger. Nous avons un travail intellectuel à faire, un travail politique pour former des noyaux combattants, des noyaux de personnes prêtes à combattre, qui sont en état de constituer des groupes, de constituer des noyaux à partir desquels on va diffuser à travers la population. Parce que si vous voulez gagner, il faut conquérir les âmes. Et être prêt à les conquérir lorsqu'une situation de déstabilisation fera que les gens seront prêts à vous écouter. Et ensuite, avoir des projets financiers, des projets économiques comme ceux que je viens d'exposer pour pouvoir nous développer. Et ensuite, une exigence fondamentale. Une exigence fondamentale, c'est tout simplement le respect de la nature humaine, le respect de la personne humaine et le sens de la discipline, de l'ordre, car on ne peut pas s'en sortir sans qu'une personne se discipline elle-même. Dans votre vie, si vous n'avez pas de digue et de barrière, vous n'avancez pas. Regardez un fleuve, si vous ne l'endiguez pas, il n'est pas navigable. Il divague à travers des sables. Si vous l'endiguez, il devient source de force, source de fruits. L'homme, c'est la même chose. Une nation, c'est la même chose. Je sais que ce discours aujourd'hui est difficilement entendable, parce que demander l'effort à des gens auxquels on ne cesse de dire « mais laissez-vous aller, profitez de la vie, jouissez et ne vous occupez pas du lendemain » est quelque chose qui est difficile à entendre. Mais pourtant, l'avenir, il est là, il n'est pas ailleurs. Et le nationalisme, eh bien effectivement, le nationalisme, c'est le mot emblématique qui regroupe toutes ces forces saines, toute cette morale saine, qui s'inscrit dans l'ordre universel, dans des règles qui nous dépassent et qui permet aux nations de se développer, qui permet aux nations de garder la tête haute, de subvenir à leurs besoins et de répondre à tous les défis qui se posent à travers le monde. Donc, je répète cette phrase que disait Pierre Sido, ces nationalistes, loin que les derniers d'hier, seront les premiers de demain. Ils s'opposent à toutes les forces de destruction. D'ailleurs, le féminisme ou l'antiracisme en font partie aussi. Oui, tous ces courants très républicains, disons, encore une fois. Mais à partir du moment
vous considérez que la raison est au centre du monde, que l'homme est au centre du monde, eh bien, vous entrez dans un monde de fous, un monde fou. C'est-à-dire que, comme la raison humaine, si elle ne sait pas sur quoi se reposer, va tourner sur elle-même en fonction de ses propres lubies, de ses propres modes, eh bien, la société ne tient plus. Lorsque vous avez aujourd'hui la PMA, la fabrication d'enfants éprouvettes, hors père, hors mère, et d'ailleurs l'Ukraine aujourd'hui est indécente. Est indécente, qui donne une des raisons de plus pour montrer que ce malheureux pays doit être à tout prix arraché des griffes du mondialisme, que c'est un malheureux pays, et de ce côté-là, la Russie, malgré tous ses défauts, peut remettre de l'ordre, si l'on peut dire. Vous avez l'avortement qui est promu chez nous, mais qui est promu, mais qui est même valorisé. Remboursé. Qui est remboursé. Toutes ces choses-là... Repoussé aussi. Et repoussé. Bientôt, une heure avant l'accouchement, vous allez pouvoir... Ou une heure après. Non, une heure avant, parce qu'une heure après, ce sera un infanticide. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez plus de morale, lorsque vous n'avez plus de logique fondée sur un ordre naturel, puis vous dites n'importe quoi. C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, par rapport à la Russie, il y a aussi le thème des blocus économiques. Vous disiez qu'ils n'ont jamais marché dans l'histoire, en donnant quelques exemples. Oui, alors là, alors nous avons... c'est une incidente extrêmement... Oui. Alors là, effectivement, pour en revenir à nos politiciens aujourd'hui qui nous parlent... Alors justement, si nous avions des nations nationalistes, premièrement, dans la question de la Russie, dans la question de l'Ukraine, dans cette question-là, nous aurions proposé une conférence internationale européenne, une sorte de nouveau congrès de Vienne, dans lequel on aurait réuni tout le monde, en mettant les problèmes à plat, en voyant comment on peut les résoudre, comment on peut trouver un modus vivendi. Et je pense que dans le cadre d'une confédération européenne allant de l'Irlande au Pacifique, à Vladivostok, on finit toujours par trouver une solution. Parce que de Gibraltar à Vladivostok. De Gibraltar à Vladivostok, ou de Dublin à Vladivostok, comme on veut, de Cork à Vladivostok. On arrive à trouver des solutions. On pouvait très bien arriver à mettre les choses à plat. Et aujourd'hui, que fait-on? On fait des sanctions économiques, des blocus économiques, en se disant, dans une mentalité puérile, stupide, parce que les Occidentaux, enfin, je ne me considère pas occidental au sens où je considère occidentaux l'oligarchie qui nous dirige, qui est apatride et anti-chrétienne, anti-européenne, anti-blanche, anti-civilisation. C'est pas véritablement occidental, non, voilà, comme les élites ne sont pas nationalistes françaises. Quoi. Voilà. Et j'en étais donc à dire que... Oui, on fait des blocus. On fait des blocus économiques en disant que... si on les prive de glace au repas, si on les prive de champagne, si on les prive de montres connectées, tous les Russes vont se mettre en révolte et ils vont chasser Poutine. En gros, c'est un peu l'idée. Alors que là, on s'est puni nous-mêmes aussi. Alors que là, effectivement, la Russie a les moyens de s'en sortir par elle-même, a les moyens d'autosubsistance, d'autant plus qu'elle va trouver des ingénieurs chinois et autres qui vont l'aider à s'en sortir, et la Russie, qui a donné d'immenses savants à travers le monde, est capable d'avoir en elle les ressources qui lui permettront de s'en sortir. Par contre, nous autres, eh bien, que va-t-il se passer? Nous allons nous retrouver déjà sans gaz, sans pétrole, nous allons manquer d'engrais, nous allons éventuellement manquer de blé. Bon, la France, elle a encore ce qu'il faut, mais malgré tout, j'ai appris dernièrement, par exemple, le sarrasin. Le sarrasin qui était cultivé en Bretagne pour faire des crêpes. Aujourd'hui, la Bretagne importe 80% de son sarrasin d'Ukraine. Donc, les crêpes, le prix du sarrasin va augmenter. Ça va renchérir un petit peu le prix. Mais enfin, je veux dire, mais tout est là. Bon, mais si on avait une vision nationaliste, on n'aurait jamais pris de sanctions, sachant que les sanctions économiques, les blocus économiques n'ont jamais eu d'effet dans l'histoire. Prenez le cas même du Premier Empire et de l'empereur Napoléon. Il a fait un blocus contre l'Angleterre. Certes, l'Angleterre a souffert un peu, mais ça n'a pas empêché la chute de l'Empire en 1815.
Vous prenez le blocus de Cuba en 1960. Est-ce que ça a entraîné la chute de Castro? Nullement. Vous avez les blocus dans l'histoire n'entraînent jamais la chute d'un régime. Au contraire, à la limite, elle fortifie ce régime parce que le peuple se gens ont envie de autour, se ranger derrière. de se ranger des terres par réflexe Ouais. identitaire, réflexe patriotique et simplement par fierté. Donc, Ou sécurité d'ailleurs, ou parce qu'ils sécurité. estiment qu'ils sont protégés. Ou sécurité. Donc aujourd'hui, eh bien, on fait un blocus, mais le blocus va se retourner contre nous. Et alors, s'il y a une seule chose qui pouvait être utile, c'est que ce blocus provoque de tels problèmes chez nous qu'il déstabilise nos régimes et qu'il permette de les renverser, de les mettre à bas et de rétablir nos nations. Voilà. Ça, ce serait l'aspect très positif. Et c'est pour cette raison que nous autres, nous devons travailler comme si demain nous devions être au pouvoir. Nous devons nous former, nous devons travailler. C'est un travail opiniâtre. En fonction de nos moyens, même s'ils sont petits, mais chaque jour, nous devons essayer de convaincre, nous devons aller au combat sans nous occuper des coups que nous pouvons prendre. Nous devons avancer, nous devons y aller, sachant que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce sont ceux qui marchent sur un sol ferme et non ceux qui marchent sur du sable qui l'emporteront. Voilà, Florian. Oui, on a fait donc le tour en définissant le nationalisme, la nécessité du sacré, les coteries mondialistes autour, le conflit ukrainien, donc, pour faire aussi un peu d'actualité. Un peu d'actualité, Un volet de la politique française, un peu. On aura pu brosser un peu tout ça comme tableau. Je pense que c'est assez complet. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'à partir du moment où on analyse les questions politiques, que l'on les pense du point de vue de l'intérêt national, bien, toutes les choses changent. Et il se crée une dynamique qui fait qu'un peuple endormi, un État affaibli ou autre peut se réveiller du jour au lendemain. Voilà. Très bien. Donc pour cette vidéo d'été 2022, parce qu'a priori nous n'en referons pas avant la rentrée de septembre. On en fera pas. On en fait une pour la rentrée de septembre. On en fait une pour la rentrée de septembre. Sujet restant à définir, et pour l'instant nous avons le numéro de mai de la revue Militant qui est sorti format. Alors ça c'est le numéro de mai 2022, le numéro de juin ne va pas tarder à arriver. Là le titre c'est Macron réélu, une péripétie dans la marche à l'abîme de l'Occident. Les élections, vous savez. Oui, nous n'avons même pas parlé de législatives, mais c'est vrai qu'elles sont moins importantes que la présidentielle en plus. Et la présidentielle était assez recourue d'avance, donc c'est... Et voilà, nous disons, vous voyez, Macron réélu, une péripétie dans la marche à la ville de l'Occident. Tandis que le conflit en Ukraine ouvre une boîte de Pandore. Oui. Donc voilà. Alors, ce numéro de Militant de mai... Son sommaire, c'est « Délivrons l'Europe de l'occupation mondialiste », c'est l'éditorial. La Corse et la crise de l'État républicain. Parce qu'effectivement, les problèmes corses n'existeraient pas s'il y avait un véritable État en France qui prenne en compte les intérêts de chacun, et notamment des particularismes régionaux, sans pour autant leur céder. Il y a un dossier sur le réchauffisme et la perversité de l'idéologie réchauffiste. Il y a un autre article de notre correspondant d'origine russe, Nicolas Ougarov, sur les îles sensibles autour du Japon. Parce qu'effectivement, il faut savoir que actuellement, il y a des tensions entre le Japon et la Russie à propos des îles Kouril, mais il y a aussi des tensions entre le Japon et la Chine à propos des îles Senkaku qui sont partagées entre la Chine et le Japon, et aussi des problèmes entre les îlots Liancourt, entre la Corée, et on pourrait même dire les deux Corées, parce que là, elles arrivent à le moyen de s'entendre, contre le Japon, en pleine mer de Corée. Il y a un article sur les multinationales et le brevetage du vivant, qui est une marchandisation des gènes, et des fœtus et toutes ces choses. Il y a aussi un autre article, inflation, dette politique et vers la crise économique qui s'annonce, car avec l'inflation qui se développe, qui n'est pas due à la Russie, contrairement à ce qu'on nous dit, mais qui est due tout simplement aux créations monétaires inconsidérées, sans création de richesse matérielle en face, on en arrive à une dépréciation de la monnaie et à la crise qu'on a actuellement, et qui nous annonce une crise économique, et
malheureusement avec par surcroît les problèmes pétroliers et autres et gaziers créés par l'incurie et la stupidité de ce fameux blocus anti-russe, va nous promettre de graves problèmes vraisemblablement à la rentrée. Voilà. Et pour terminer, il y a le poil à gratter. Alors le poil à gratter, ça c'est amusant. Je lis là, les banques russes ont fait plus de 600% de plus-value en 24 heures et ont empoché plus de 20 milliards, tout simplement parce que ils avaient fait croire que leur société de gaz, Rosneft et Gazprom, étaient en véritable faillite et autres. Leurs actions se sont effondrées, les Occidentaux qui en possédaient les ont vendues et les Russes les ont rachetées et ils ont tout de suite remonté. Enfin, en gros, c'est le coup de bourse des Rothschild à Austerlitz, mais à la puissance 20. À Waterloo, par rapport à Napoléon, en voilà. 48 heures. Donc voilà, je vous ai présenté ce numéro du mois de mai. Le numéro du mois de juin traitera dans son dossier quelque chose d'extrêmement important, c'est de la transformation de l'OMS en une sorte de ministère mondial de la santé qui est en train de créer une véritable dictature sanitaire à l'échelon international. Et le dossier traite ce sujet de fond en comble et c'est une véritable alerte face aux problèmes graves que nous risquons de connaître à la rentrée. Parce qu'on nous a arrêté de parler de passe sanitaire, de toutes ces choses-là pendant les élections, mais sachez qu'il y a des millions de doses qui ont été commandées par l'UE et par nos États pour la rentrée. C'est pas uniquement pour arroser le gazon. Il y a la question du portefeuille, du wallet d'identité sanitaire créé par l'Union européenne, le wallet européen, c'est-à-dire une carte d'identité européenne numérique qui nous annonce rien de bon, qui au début sera sur la base du volontariat, mais n'en doutons pas qu'il progressivement sera quasi obligatoire si même vous voulez commencer à respirer ou à voyager en Belgique, par exemple. Alors, donc je vous ai annoncé en gros les principaux éléments du numéro de mai et du numéro de juin à venir. Et je tiens à vous rappeler que si vous êtes intéressé par la revue, parce que écouter nos vidéos c'est extrêmement important, mais soutenir notre revue par la presse est extrêmement important. La presse écrite. La presse écrite est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à faire exister. Et pourtant elle est essentielle parce qu'elle dure, elle permet, ce qui est écrit sur le papier, vous pouvez le relire, vous pouvez le garder, ça existe dans le temps. En quelque sorte, ça peut se maintenir à travers les générations. Ce sont des documents qui restent. Tandis que, vous savez, vous connaissez l'adage, hein, les écrits restent, les paroles s'envolent. Ou plutôt, verba volant scripta manent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors vous pouvez faire un abonnement à essai renouvelable une fois, 25 €. Un abonnement normal à 59 €. Un abonnement renforcé à 85 €. Si vous voulez vraiment nous soutenir, c'est 160 €. Et vous pouvez nous écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10. Et regardez notre site Militant, revue-militant.fr. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie Florian de m'avoir d'avoir consacré du temps à notre revue et de nous soutenir comme vous le faites. Comme nous le faisons depuis 2014 au travers de vidéos, l'air de rien. Oui, vous avez commencé en 2014. C'était peut-être un peu moins régulier au début, encore que. Mais si nous développons notre revue à travers les chaînes internet, c'est grâce à vous, Florian. Ouais, je vous en prie. Je vous en remercie au nom de toute l'équipe. C'est un plaisir d'y participer, mais oui, ça fait quand même 8 ans, l'air de rien. Le temps passant vite, ou presque 8 ans. Donc merci à vous, monsieur Mandillon, et puis la suite au prochain numéro, c'est-à-dire à la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, oui. Merci Florian, d'ici là, bien. Que Dieu nous garde. C'est ça, portez-vous bien.